Merci. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc, nous poursuivons nos travaux consacrés au volet financier de la convention de la concession de l'autoroute A69. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Jean-Pierre Fraisse, président de la Tarn Sud Développement, qui est accompagné de Monsieur Michel Bossy, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Et je suis heureux également, à titre personnel, de saluer, tant il se bat pour ce département, Michel Bossy évidemment, et enfin de saluer M. Ludovic Gatti, président de LG Holding. Je précise que la CCI du Tarn et la LG Holding sont actionnaires de Tarn Sud Développement, ce qui explique la présence aujourd'hui de M. Michel Bossy et de Ludovic Gatti. Messieurs, je vous remercie de venir devant notre commission d'enquête. À titre liminaire, et comme je l'ai rappelé, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn joue un rôle essentiel pour les entreprises de notre département et en particulier de celle du Tarn. Et je souhaitais ici que ce soit souligné. Ainsi que vous le savez, cette commission examine le montage juridique et financier de l'autoroute A69. Elle poursuit des auditions des sociétés actionnaires d'Atosca. Après avoir entendu précédemment NGE Concession, Quaero et TIC, ainsi que Ascendi. Tarn-Sud Développement dispose d'une part minime du capital d'Atosca, mais montre par son existence l'engagement économique et financier d'entreprises locales en faveur de l'autoroute A69. Conçue pour irriguer le sud du Tarn, dans lequel évoluent quelques grandes entreprises et de nombreuses PME et TPE industrielles, agricoles et de services, l'autoroute A69 est perçue par le tissu économique comme un outil de dynamisation du territoire. Messieurs, et à l'instar des autres actionnaires d'Atosca que nous avons auditionnés, la commission d'enquête souhaiterait savoir les raisons qui ont conduit Tarn Sud Développement à entrer au capital de la société concessionnaire et plus généralement à aborder avec vous certains points du contrat de concession. Je me permets de vous rappeler, messieurs, que notre audition est publique, elle est donc retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et je profite ici de vous remercier d'avoir accepté que cette audition se fasse hors le huis clos et que donc elle soit publique. Messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire je le jure. Monsieur Jean-Pierre Fraisse, Je le jure. Monsieur Michel Bossy, Je le jure. Monsieur Ludovic Gatti. Je le jure. Merci, messieurs, d'avoir prêté serment. J'en profite pour céder la main à Madame la rapporteure, Christine Arrigui. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je remercie également à mon tour Monsieur Fraisse et Monsieur Boussy et Monsieur Gatti de venir devant notre commission d'enquête. Alors, comme je l'ai rappelé lors des précédentes réunions, nous poursuivons avec vous un cycle d'auditions consacré au volet financier de la convention de concession, puisque nous avons abordé le volet environnemental, puis le volet économico-social et tarif sur lequel nous allons revenir parce que nous n'avons toujours pas de réponse aux questions que nous avons posées, mais je, je ne désespère pas et en tout état de cause, avant la fin de la commission d'enquête, nous aurons la réponse à ces questions. Et donc maintenant, nous sommes sur le volet financier qui est centré principalement sur l'actionnariat d'Atosca et sur l'équilibre évidemment financier de la convention, qui nous intéresse au premier chef en tant que législateur dans le cadre de notre contrôle de l'évaluation des politiques publiques, également en tant que citoyen et tout simplement également en tant que contribuable, puisque c'est de l'équilibre financier d'une convention en effet, à l'issue de la convention, les contribuables ne sont pas appelés à renflouer les caisses du secteur privé. D'après l'article 16 de la convention de concession, Opal Invest participe à la signature de cette convention et nous découvrons que cette société Opal Invest est ensuite devenue la société Tarn Sud Développement, qui dispose d'une part au sein de l'actionnariat d'Atosca. Il s'agit donc d'une participation très minoritaire et vous nous expliquerez de quelle façon, de cette participation très minoritaire, le capital a ainsi pu changer. Alors, néanmoins, cette participation ne laisse pas d'interroger et s'il devait vraiment y avoir une raison, alors pas unique, mais en tout cas une justification fondamentale à la création de cette commission d'enquête, c'est sans doute bien cette audition d'aujourd'hui qui en est le témoin. En effet, l'opacité qui entoure la convention de concession ne permet pas à nos concitoyens
de connaître le mécanisme financier qui entoure l'A69. Et cette opacité est source de rumeurs qui sont nuisibles à la démocratie et puis nuisibles également au débat qui doit naître au moment de l'enquête publique et évidemment préalablement au moment de la DUP. Or, avec l'A69, nous sommes en présence d'une infrastructure qui demeure partie intégrante du domaine public de l'État, et donc le nôtre, même si elle est concédée. Le contribuable finance en outre une partie de cette infrastructure via les concours publics de l'État et les collectivités territoriales que nous allons auditionner dans un très prochain délai, je pense la semaine prochaine, puis ensuite par les péages qu'elle acquittera en tant qu'usager, puisque d'une infrastructure gratuite, nous passons à une infrastructure payante, et non seulement d'une infrastructure gratuite, nous passons à une infrastructure payante, mais qui plus est, l'infrastructure précédemment gratuite va être déclassée en route départementale à la charge du contribuable et du seul contribuable tarné, contrairement à la situation actuelle où elle est financée par l'ensemble des contribuables au niveau national par le biais de la solidarité qu'on appelle l'impôt. En résumé, il est tout à fait normal de savoir qui finance cette autoroute et qui en retire un profit financier issu de la logique d'une concession. Nous avons, depuis la première audition, et nous le savons depuis la première audition de cette commission d'enquête, que M. Pierre Fabre soutenait ce projet d'autoroute, il ne l'a jamais caché. Nous savons également dont acte, car il était libre de ses opinions et en 2010, dans le journal interne de son groupe, il a confirmé qu'il avait appuyé ce projet auprès des ministres des Transports qui se sont succédés depuis les années 90. De M. Perben, d'ailleurs, n'a pas dit autre chose lorsqu'il a été auditionné. Mais en théorie, la position du groupe de cosmétiques n'allait pas au-delà d'un soutien. Cela nous a été répété par des élus locaux, cela nous a été dit par des élus nationaux et ça nous a été dit également par un ministre. Donc, effectivement, il avait un soutien très actif, mais sans aucune participation. Nous entrons ensuite dans ce que j'appellerais une zone de malaise démocratique à ce stade, à savoir des révélations de presse qui mentionnent l'actionnariat l'existence d'un actionnariat local au capital d'Atosca. Elles sont qualifiées de rumeurs, sauf que notre commission d'enquête confirme à la lecture de l'article de l'annexe 16 de la Convention de concession qu'il existe bien. Et d'ailleurs, suite à cette enquête de presse, Monsieur Ducournau, le directeur général du groupe Pierre Fabre, s'est exprimé auprès d'un journal local pour effectivement acquiescer à ces découvertes par la presse. Cette réalité ne me choquerait pas si elle avait été rendue publique dès le lancement du projet. Or, tel n'était pas le cas et tel n'a pas été le cas. En d'autres termes, sans la commission d'enquête, aucun Tarnais ne saurait que le péage qu'il acquitte alimente les recettes et les profits de sociétés actionnaires investissant dans le secteur du transport, comme Ascendi ou NGE. Bon, cela c'est quand même très classique puisque ce sont eux les aménageurs et les investisseurs connus sur ce type d'infrastructure, mais également de sociétés locales, dont le groupe Pierre Fabre. Encore une fois, c'est cette opacité qui choque, car rien n'est illégal dans cette affaire, enfin en tout cas à ce stade, mais nous parlons d'un équipement public qui est situé dans le domaine public, qui est concédé à un secteur privé, et lequel secteur privé, effectivement, retire des profits de l'exploitation de cet équipement. La suite est encore plus étrange. Opal Invest se constitue avec 10 000 euros, soit une part infime du capital d'Atosca. Puis le capital est monté récemment à plus de 8 millions d'euros, 8 millions 600 000 et des poussières. Cela reste très minoritaire au sein d'Atosca. Cela nous a été confirmé par les actionnaires tels que nous les avons auditionnés hier et avant-hier. Mais c'est déjà une autre échelle démontrant une capacité appréciable de mobilisation des capitaux. Alors là encore, je peux comprendre que des acteurs locaux veuillent se positionner en faveur de la 69, c'est leur droit le plus strict, mais alors pourquoi avancer masqué? Je vous ai donc adressé pour toutes ces questions et puis d'autres qui pourraient être susceptibles de venir au fur et à mesure de nos propos et de nos échanges. Un questionnaire donc, qui, comme vous le savez peut-être, a été adressé et communiqué à l'ensemble des membres de la commission, ce qui n'est pas une pratique habituelle, mais à laquelle j'ai tenu, voulant faire de cette commission d'enquête un véritable exercice démocratique à la fois au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du local. Donc, chacun a un même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à cette audition. Je vous engage donc à y apporter les réponses dès aujourd'hui, bien entendu, et puis évidemment, ultérieurement par écrit,
en ajoutant tout élément que vous semblerait utile pour notre commission. Alors, ce questionnaire, comme chacun a pu le constater, en tout cas des membres de la commission d'enquête et vous-même, puisqu'il vous a été adressé, est centré sur les origines d'Opal Invest et de Tarn Sud Développement et doit nous permettre de comprendre la démarche des entreprises et entités, comme la Chambre de commerce et d'industrie, qui en compose le capital. Et il va de soi que la liste de la totalité des actionnaires de Tarn Sud Développement doit nous être indiquée dès aujourd'hui. Donc, j'en ai une liste, et vous me la compléterez. Donc, j'ai Pierre Fabre, société SA, qui est probablement par le groupe Pierre Fabre Participation, sa holding, la CCI du Tarn, donc DPI Développement, société qui est la vôtre, Monsieur Fraisse, la société TOUI, la société Varoud, Albert et Fils, société Fraissinet, société Morel, MAJ G Finance, vous me préciserez de qui il s'agit précisément, Navarro et compagnie, LG Holding, et il nous manque quelles trois sociétés, et donc vous voudrez bien compléter pour les trois qui nous manquent. Je vous remercie et je vous laisse évidemment répondre à l'ensemble de ces questions, évidemment peut-être celles des autres collègues qui participent à cette audition. Merci, messieurs. Merci, Madame la rapporteure. Avant de donner la main à nos invités, je voudrais en profiter moi aussi également pour vous poser quelques questions. Peut-être un peu plus directement auprès de Monsieur Michel Bossy au niveau de la CCI. Monsieur le Président, vous avez, comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, une mission d'animation sur le Tarn, évidemment, une mission d'animation aussi également sur les entreprises du sud du Tarn. Vous avez une connaissance fine des besoins des entreprises tarnaises. Et je pense que c'est important pour la commission d'enquête d'avoir la perception qui est celle de la CCI, mais peut-être aussi également à travers vous les autres chambres consulaires sur le ressenti des entreprises tarnaises par rapport à l'arrivée de cette autoroute. Voilà, nous avons une implication forte de la CCI au soutien de ce projet autoroutier. Ça n'est évidemment pas faire mystère de cela. Et donc, j'aurais aimé pouvoir vous entendre pour connaître les modalités de l'action qui ont été les vôtres, les ressentis des entreprises du sud du Tarn. Ça, c'était peut-être ma première question, peut-être d'ordre un peu général, mais qui me semble-t-il est très importante. Peut-être la deuxième en lien avec les auditions que nous avons menées et qui est une question qui a été posée à l'ensemble des actionnaires, où au fond, la RT nous a, pas alerté, mais nous a très clairement indiqué qu'elle avait, en ce qui la concerne, une analyse des risques sur la rentabilité de la concession qui avait été appréciée, où elle a indiqué qu'il y avait quelques risques peut-être avec une surévaluation notamment du niveau de trafic et peut-être une sous-évaluation du coût des travaux. Il est ici à préciser, c'est important, je pense, pour celles et ceux qui nous regardent, de dire que peu importe ce niveau de trafic et peu importe le niveau du coût des travaux, le prix du péage sera également sera le même et ne sera pas modifié. Donc comment par rapport à ces assertions, notamment de l'ART, comment vous positionnez-vous? Est-ce que vous avez peut-être j'allais dire, un regard peut-être un peu plus fin, notamment sur le niveau de trafic, avec peut-être aussi également des éléments qui n'ont pas été pris en compte sur des trafics qui pourraient se déporter sur l'autoroute A69, sur une partie du Tarn qui aujourd'hui utilise plutôt l'autoroute entre Albi et Toulouse notamment. Voilà, je voulais, en vos qualités voilà, de personnalité, mais aussi d'entreprise proche du secteur et de CCI proche du sud du Tarn, voilà, que vous nous apportiez ces précisions utiles, évidemment, dans l'ordre qui vous plaira pour les réponses qui sont les vôtres. Merci. Bien. Je peux commencer? Ah, oui, à votre convenance. Non, je commence. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je vous propose que l'on se présente à tour de rôle de façon à vous donner un petit peu notre curriculum vitae et l'origine et les raisons de notre présence dans la société Tarn Sud Développement. Pour ma part, je suis originaire de la région, mon accent l'atteste, et plus précisément, je suis né à Montauban, où j'ai vécu 20 ans. Et j'ai pu m'apercevoir du dynamisme et de l'évolution de la ville montalbanaise avec l'arrivée de l'autoroute.
Puis j'ai passé 20 ans à Toulouse pour des questions de suivi de mes études, le début de ma carrière professionnelle et puis la création de ma société DPI. Et je suis venu m'installer à Castres dans les années 2000. Donc j'ai dirigé la société DPI pendant 30 ans, Dataphone Interactive, et qui a été créée, donc, comme je vous l'ai dit, à Toulouse. DPI était spécialisé dans la réalisation d'études de marché, assistance à la mise en œuvre de plans d'action commerciale, accompagnement terrain, développement de nouveaux produits et services, et principalement sur les secteurs de l'industrie, des télécommunications et de l'informatique. Fin 99, nous nous sommes implantés à Castres, attirés par la présence de la fibre optique développée par la communauté d'agglomération Castres-Mazamet. Pour rappel, à l'époque, le coût des communications, le coût des mises en service était très élevé et les débits de communication étaient très faibles. Pour rappel, c'était l'époque du lancement des offres numéris, des liaisons spécialisées qui étaient relativement très chères. Installé dans la zone de la Chartreuse pour développer cette activité, j'ai réellement développé une activité de centre de relations clients. À cette époque, d'ailleurs, le maire était Arnaud Mandement, suivi par le maire Pascal Bugix, et il considérait les implantations de sociétés utilisant leurs nouvelles infrastructures de télécommunications de façon très favorable. Dès notre installation, j'ai très vite mesuré les difficultés à faire les trajets entre Castres et Toulouse, mais aussi les aléas de train pour rejoindre les deux villes. En moins de 2 ans, notre projet de maintenir les 2 sites d'activité sur Toulouse et sur Castres a été modifié. Nous avons concentré notre activité de production, je vais dire, sur Castres, et nous avons conservé à Toulouse simplement des bureaux administratifs et commerciaux. Face à ces difficultés de circulation et aux problèmes de sécurité routière, pour mes salariés en particulier, parce que mon encadrement en partie faisait les allers-retours quotidiens Castres-Toulouse, je me suis impliqué dans l'association Via 81, je pense que vous les avez rencontrés récemment, qui œuvre dans la mobilisation et la recherche de pistes d'amélioration dans les liaisons Castres-Toulouse. Association composée de chefs d'entreprise et de représentants de syndicats de salariés. Et j'insiste sur ce point parce qu'au-delà de la représentation de toutes les filières économiques, nous avons à nos côtés des représentants des syndicats salariés qui s'inscrivent avec nous sur le besoin de l'amélioration de cette liaison et aujourd'hui sont tout à fait à nos côtés pour défendre le projet de l'autoroute, enfin le chantier de l'autoroute. En 2018, j'ai cédé mon entreprise, cela fait déjà plus de 6 ans, à une société lyonnaise qui est spécialisée dans la gestion intégrale de la relation client. J'ai accompagné mes repreneurs pendant quelques mois et à partir de mi de l'année 2019, donc aux alentours du mois de juin, j'ai été plus disponible. Donc, ma société, quand je l'ai cédée, occupait 150 salariés et aujourd'hui, toujours basée sur Castres, occupe environ 180 salariés. J'ai été aussi élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn et je suis aujourd'hui membre associé de la Chambre de commerce. Et donc, libéré de toutes ces responsabilités et liens capitalistiques avec mon ancienne société, j'ai développé des activités de services et de négoce dans ma société DPI Développement, tout en investissant une partie du capital de la cession de mon entreprise dans l'économie locale, avec la volonté de rendre au territoire ce qu'il m'avait apporté. J'ai déjà participé ou investi dans une dizaine de projets de développement local, dans des secteurs très variés, de la filature à la valorisation de la laine en isolation, au négoce, aux nouvelles technologies d'intelligence artificielle appliquées au domaine du e-commerce. Je participe aussi à des projets de financement participatif d'exploitation agricole. D'ailleurs, une société Terra Unis, première société à mission dans le monde viticole, mission sociale et environnementale, j'insiste sur ce point, j'en fais un peu la promotion au passage. J'interviens aussi dans des sociétés spécialisées dans la dématérialisation de documents et d'autres. Avec plus ou moins de réussite, je le reconnais. Mais j'ai toujours retiré un enrichissement personnel, tant au niveau humain, les rencontres que j'ai pu établir m'ont beaucoup apporté, au travers aussi d'acquisition de nouvelles connaissances. Plus récemment, j'ai investi dans 2 startups qui m'ont été présentées
qui était animé aussi par la Technopole au travers de différents comités d'investissement. Une start-up spécialisée dans la protection des cultures par la diffusion de phéromones plutôt que d'utiliser des traitements chimiques. Ce nouveau système, d'ailleurs, peut être aussi adapté pour la diffusion de parfums. Enfin, c'est un autre sujet. Et une autre start-up spécialisée dans la prévention du risque d'accident cardiovasculaire par la conception d'un patch connecté. Donc, c'est une analyse à travers de la sueur de notre monoxyde d'azote, et en fonction des variations de présence de monoxyde d'azote, on peut anticiper un problème cardiaque éventuel. Et donc, lorsque la CCI m'a sollicité pour participer au projet de la future autoroute A69 en tant qu'associé, j'ai accepté en toute logique et, je dois dire, avec beaucoup d'enthousiasme. Cela représente pour moi la continuité de mes engagements et une expérience supplémentaire pour participer de près, voire de l'intérieur, à la réalisation de cette infrastructure qui est aujourd'hui, pour nous, la seule solution qui nous est indispensable. Donc, je laisse la parole à Michel Boussy. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. En 1996, en ce qui me concerne, j'ai créé et développé avec un associé la société FinTech Industrie. Donc, cette société FinTech Industrie est une société spécialisée dans les traitements de surface et peintures industrielles à Albi. J'ai également, en parallèle, assuré de 2015 à 2021 les fonctions de directeur général du groupe FMH lors de l'intégration de FinTech Industrie à ce groupe familial. FinTech Industrie employait 80 salariés en 2015. Aujourd'hui, ce sont 120 salariés qui travaillent à Albi dans le Tarn, dans cette structure. Dès 1997, afin de redonner au territoire ce qu'il m'a apporté lors de mon implantation, je me suis investi au service de l'économie tarnaise en devenant membre associé de la CCI Albi Carmaux Gaillac à l'époque. Depuis janvier 2012, je suis donc président de la CCI du Tarn et vice-président de la CCI de région Occitanie. Intéressé par des questions de transition énergétique et de mobilité, je pilote des groupes de travail hydrogène pour le réseau consulaire régional et national. Comme le président de TSD vous l'a précisé, si vous le permettez, je vais revenir sur le contexte économique et le soutien que la CCI du Tarn a toujours porté à ce projet autoroutier. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur la genèse de l'A69 qui a été largement abordée par un nombre d'acteurs du territoire dans le cadre de cette commission d'enquête. Dès les années 1980, les CCI tarnaises, qui étaient au nombre de 3, Albi, Castres et Mazamet, se sont toujours fortement engagées en faveur de la réalisation d'une infrastructure routière d'envergure et digne du bassin économique Castres-Mazamet. La CCI du Tarn, créée en 2011 par le regroupement des anciennes CCI, a continué de s'inscrire comme soutien constant et sans faille du projet. Le 21 novembre 2016, les 36 membres élus de l'Assemblée générale de la CCI du Tarn, tous chefs d'entreprise tarnais, réunis en séance publique, ont affirmé à l'unanimité leur engagement en faveur de la réalisation de l'autoroute en concession. À l'occasion d'une ultime motion votée à l'unanimité le 14 novembre 2022, la CCI a apporté une nouvelle fois son soutien à l'A69, qui est la seule solution réaliste et réalisable dans un délai raisonnable. Les raisons de ce soutien sont bien connues et n'ont pas varié. Je les rappelle. Rétablir un équilibre en termes d'équité et d'aménagement du territoire en reliant en moins d'une heure Castres-Mazamet avec la métropole régionale et lui permettre ainsi de jouer un rôle de pôle d'équilibre de la région Occitanie. Combler le retard d'infrastructure d'un des derniers territoires de France à se situer à plus d'une heure de toute infrastructure autoroutière. Améliorer la visibilité du territoire et proposer une nouvelle alternative de tourisme vert et de proximité. Permettre de fluidifier le trafic poids lourd et d'améliorer les flux automobiles dans des conditions plus sûres et plus rapides. Nous, CCI du Tarn, nous insistons énormément sur ce point. Rendre le bassin sud-tarnais plus attractif pour les entreprises et stopper le transfert d'entreprises vers des territoires mieux desservis, ce qui est l'urgence aujourd'hui. Permettre de maintenir les emplois et les services existants et faciliter les recrutements. Convaincre les étudiants, enseignants, chercheurs de venir dans le sud du Tarn, voire de s'installer
et de conserver les jeunes diplômés des écoles tarnaises. Permettre aux salariés de s'installer à proximité de leur emploi, diminuer les temps et les distances entre le domicile et le travail et permettre ainsi des déplacements plus sécurisés. Et enfin, jouer un rôle sur la dynamique démographique, doper l'économie résidentielle et par extension, redynamiser les centres-bourgs et centres-villes. En matière de dynamique démographique et économique, pour que vous compreniez mieux notre engagement, je tenais à partager avec vous quelques données chiffrées. Nous attendons un désenclavement significatif depuis 40 ans. Nous disposons donc d'un recul historique suffisant pour pouvoir comparer l'agglomération de Castres-Mazamet, unique pôle urbain sans voie express avec Toulouse, et l'évolution indéniable des pôles urbains irrigués par une autoroute ou des voies express les reliant à la métropole toulousaine. La création d'une infrastructure routière sécurisée et rapide reste un vecteur de développement comme le prouve l'essor à proximité de la 61, la 62, la 64, la 66, la 68 et la N124. Il suffit de comparer les données chiffrées fournies par l'INSEE, qui reste, vous en conviendrez, une référence incontestée. Pour l'évolution démographique, à périmètre constant, l'agglomération de Castres-Mazamet est la seule dont la population est à ce jour inférieure à celle de 1975. Je vous adresserai le tableau comparatif de toutes ces données pour 9 agglomérations situées en Occitanie et bénéficiant de voies express précitées. Elles ont toutes vu progresser leur population, voire même doubler leur nombre d'habitants. Seule, aujourd'hui, l'agglomération de Castres-Mazamet perd plus de 6 500 habitants, soit moins 8,3%. 85 085 habitants en 1975 contre 78 503 habitants en 2020. Sur la même période de référence, Carcassonne agglomération progresse de 28 095 habitants, soit plus 25%. Le Grand Montauban progresse de 23 478 habitants, soit une augmentation de 50%. La communauté d'agglo de l'Albigeois, autrement appelée la C2A, a vu sa population évoluer de 28 171 habitants, soit 52% de progression. Je vous adresserai ce tableau, il est significatif et parlant. Je le ferai passer dans les différentes notes que nous vous adresserons à l'issue de cette commission. D'autres indicateurs, et non des moindres, sont au rouge. Selon les données de la Direction générale des impôts, les ménages de l'agglomération de Castres-Mazamet sont parmi les plus faiblement imposés en Occitanie, ce qui est le signe d'un faible pouvoir d'achat. Cet indicateur se cumule avec un taux de chômage les plus élevés en Occitanie, 15,4%. En tant que chambre consulaire, chambre de commerce et d'industrie du Tarn, donc, départementale, nous sommes également en capacité de comparer les données relatives au nombre de salariés et au nombre d'entreprises. L'agglomération de Castres-Mazamet a un fort passé industriel, vous le savez, ce qui lui a permis de bénéficier autrefois d'un nombre de salariés conséquent. L'intercommunalité de Castres-Mazamet a perdu 1400 emplois, soit moins 4% sur les 11 dernières années. Une baisse qui s'additionne, bien sûr, aux plus de 10 000 salariés perdus 15 ans auparavant avec l'effondrement de la filière textile. À titre de comparaison, sur les 11 dernières années, sur la même période d'analyse, le Grand Montauban gagne 3 500 salariés, donc plus 9,2%. La communauté d'agglomération de l'Albigeois progresse de 1 650 salariés, soit plus 4,5%, et Carcassonne agglomération gagne 1 765 salariés, soit plus 4%. À la tête de la CCI du Tarn depuis 2012, j'ai pu voir évoluer 2 territoires. Celui irrigué par l'axe autoroutier A68 au nord du Tarn, et celui, jusqu'alors oublié par les politiques d'aménagement du territoire, au sud du Tarn. Pour la communauté d'agglo de l'Albigeois, mais aussi pour les intercommunalités de Gaillac-Groyer agglomération ou de Tarn-à-Goutte, le nombre d'établissements qui se sont installés a quasiment doublé en 20 ans. Parallèlement, Castres-Mazamet, qui a été longtemps un territoire industriel, a vu disparaître une partie de ses entreprises, surtout entreprises industrielles,
qui ont été à moitié compensés par des auto-entrepreneurs ou des entreprises de services qui emploient peu de salariés, ce qui explique la chute des emplois. On observe un réel développement économique de l'agglomération albigeoise, mais également des secteurs situés, bien sûr, comme je le disais, le long de cette infrastructure autoroutière. Des villes telles que Saint-Sulpice-la-Pointe, Lavaux, Rabastens ou Gaillac connaissent aujourd'hui un important développement économique qui ne se constate pas sur l'axe entre Toulouse et Castres. Dans des villes telles que Cuctulza, Morescopon ou Puylaurens. Cette autoroute représente un atout décisif pour l'attractivité du territoire. Elle permettra de faire naître d'intéressantes et fructueuses coopérations entre Castres et Toulouse, mais pas seulement. Pour que l'A69 soit un catalyseur efficace de désenclavement et de développement dans le sud du Tarn, nous avons conscience qu'il convient de préparer l'arrivée de cette infrastructure. Sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental, une instance collaborative baptisée CODEV A69 a été créée pour inscrire l'A69 dans un véritable projet de territoire global. Ce comité de développement pour l'aménagement du territoire se compose de 5 ateliers: mobilité, cadre de vie, développement économique, perspectives agricoles et urbanisme. La CCI du Tarn et la Chambre des métiers et de l'artisanat copilotent l'atelier développement économique. Grâce à la participation active d'une soixantaine de participants, de nombreuses entreprises, des collectivités, des acteurs économiques et divers partenaires, nous nous sommes engagés dans la construction d'une vision de développement économique se voulant à la fois viable, équitable, ambitieuse et novatrice. Notre volonté a été de développer durablement le territoire du bassin Sud-Tarn, pris dans sa globalité. Nous avons cherché à lui donner une colonne vertébrale solide en identifiant 4 principales ambitions. Conforter notre territoire comme terre d'entrepreneuriat et développer une offre de formation adaptée aux besoins et aux attentes des jeunes. Reconquérir la place de premier bassin industriel en Occitanie en dehors des métropoles. Développer le tourisme axé sur le tourisme vert et renforcer les activités de proximité. Et enfin, poursuivre le développement de l'attractivité et l'accessibilité du territoire. Autour de ces 4 ambitions, nous avons décliné 7 objectifs et défini les premières actions concrètes. Tout ceci est consigné dans un document intitulé A69, l'autoroute de toutes vos ambitions. Je pense que vous devez avoir ce document à disposition au niveau de la commission. Si jamais vous ne l'avez pas, nous vous l'adresserons bien entendu avec les autres documents que nous vous adresserons à la fin de la commission d'enquête. Beaucoup se sont interrogés sur le pourquoi de l'entrée de la CCI au capital de TSD. Et apparemment, beaucoup s'interrogent encore sur ce sujet-là. Avant de céder la parole à Ludovic Gatti, je voudrais rapidement répondre à cette interrogation. Tout au long de l'histoire, les CCI du Tarn ont été des acteurs majeurs dans la création et le soutien d'infrastructures de communication. Nous croyons à la réussite de cette infrastructure. Nous avons voulu conforter notre soutien à la 69. Suite à nos échanges avec Atosca, nous avons d'abord participé à l'identification d'entreprises susceptibles d'investir dans TSD. Et dans un deuxième temps, nous avons naturellement pris la décision d'entrer au capital de TSD via notre filiale Steve. Les CCI ont toujours été des partenaires essentiels pour le développement économique. Investir, créer et gérer des infrastructures est dans l'ADN des CCI. À l'heure actuelle, 97 CCI sont impliqués dans la gestion de 577 équipements et infrastructures répartis sur tout le territoire. Dans la lignée du réseau des CCI, et avec le recul du temps, on peut mesurer la quantité et la qualité des efforts accomplis par les CCI tarnaises, non seulement pour leurs entreprises ressortissantes, mais aussi pour la population tout entière. Parmi les principaux exemples d'infrastructures, essentiellement de communication et de mobilité, financées donc par la CCI du Tarn, nous pouvons citer les gares routières d'Albi, de Castres-Mazamet, l'aérodrome d'Albi, l'aérodrome de Castres-Mazamet, la société IT Média, devenue Intermédia Sud, IMS, en charge de déployer la fibre optique dans le Tarn Sud, elle deviendra IMS Network. Jean-Pierre Frey, d'ailleurs, a souligné tout à l'heure l'importance de ce réseau de fibre optique lors de la décision d'implanter sa société DPI à Castres. Une des raisons pour laquelle il s'est implanté à Castres, d'ailleurs. La SEM Evripol, donc, depuis sa création en 2009, spécialisée dans la transition énergétique et les mobilités décarbonées. Les zones d'activité d'Albi, de Ménou-Chartreuse à Castres. Voilà.
Et dans le cadre de sa mission, visant donc à favoriser le développement économique local et régional, la CCI du Tarn s'est donc toujours impliquée dans la création, la gestion et le développement d'infrastructures diverses. Elle a souvent collaboré avec d'autres partenaires publics et privés dans ces projets. La création et le développement d'autoroutes en France sont généralement le résultat de collaborations entre différents acteurs, dont les collectivités locales, l'État, des entreprises privées et, dans certains cas, les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Dans la logique de son histoire, et comme elle l'a toujours fait, la CCI participe donc au financement de l'A69 pour démontrer le soutien indéfectible des acteurs économiques du territoire Castres-Mazarin. Ainsi, on ne pourra pas reprocher à la CCI du Tarn et aux 3 CCI tarnaises qui l'ont précédée de n'avoir pas défendu les intérêts de leur territoire. Je vous remercie et je passe donc la parole à Ludovic Gatti et nous reviendrons ensuite sur vos questions. Merci Michel. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai souhaité me joindre à Jean-Pierre Fraisse et à Michel Bossy dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire pour expliquer ma motivation dans ma prise de participation dans TSD. Donc, je m'appelle Ludovic Gatti, j'ai 63 ans, je suis né dans le Tarn, dans une famille d'agriculteurs de l'Île-sur-Tarn. J'ai 3 filles et 8 petits-enfants. J'ai la chance de vivre dans la ferme où j'ai grandi. J'ai fait mes études secondaires universitaires en informatique à Toulouse. Après avoir occupé des fonctions dans des structures informatiques, j'ai créé la société de services en informatique Sigma en 1998. La société Sigma développe des logiciels de gestion pour des métiers de niche. Les clients de Sigma sont implantés dans la quasi-totalité des départements de France et à l'étranger. Par attachement à mon département du Tarn, j'ai implanté Sigma à Coufouleux. Coufouleux est une commune qui a la particularité d'être proche de l'autoroute d'Albi et à la fois de la gare de chemin de fer de Rabastens-Coufouleux. Cette situation géographique a été délibérément choisie pour faciliter nos déplacements en train, en voiture ou en avion. Situation géographique délibérément choisie pour permettre à nos salariés de bénéficier d'un cadre de vie agréable et abordable aux portes de Toulouse. J'ai vendu Sigma en 2021 à un groupe canadien qui, au regard des avantages offerts par cette situation géographique, a fait le choix de garder et consolider Sigma à Coufouleux. Aujourd'hui, Everwin Sigma, c'est quasiment 200 salariés. J'assure depuis la vente de Sigma la présidence opérationnelle de Serac Group, une entreprise internationale de 700 salariés spécialisée dans le packaging et dont le siège social est à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Cependant, fortement attaché à mon département du Tarn, j'ai investi en 2023 une large part du produit de la vente de Sigma dans des structures tarnaises à travers la LG Holding créée à cet effet, dans l'objectif de créer de l'emploi et participer au mieux au remaillage de notre beau territoire. La première orientation est l'appui financier à des startups tarnaises. C'est le cas de Aligerma, une entreprise qui transforme des légumineuses sèches bio en super aliments destinés aux restaurations collectives. Aligerma contractualise avec des agriculteurs engagés dans l'agriculture biologique afin d'assurer un approvisionnement 100% occitan. Aligerma a son siège à Albi. L'autre étant TV Tarn, une télé territoriale qui depuis peu diffuse sur la TNT et dont le but est de mettre en évidence tous les atouts de notre territoire du Tarn. La seconde orientation était de participer, à travers toujours la LG Holding, dans des structures existantes pouvant créer de l'emploi à court terme. TSD a été l'opportunité d'investir dans une structure qui correspondait à mon objectif. L'objectif affirmé par Atosca était de créer 1000 emplois dès le lancement des travaux. Atosca a créé 1000 emplois dès la première année, 500 emplois directs et 500 emplois indirects. Des conventions de formation et d'emploi ont été signées entre Atosca, l'État, le département, France Travail et les missions locales, permettant ainsi à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver là une opportunité pour aujourd'hui et demain.
Voilà, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, les éléments qui ont déterminé mes investissements, dont celui de TSD. Merci, messieurs, pour vos propos liminaires. Peut-être Madame la rapporteure a posé un certain nombre de questions, moi aussi également. Si vous pouviez commencer à y répondre, je redonnerai ensuite la parole à Madame la rapporteure et puis aux collègues qui sont connectés à l'audition. Merci. Bien, je reprends sur le sujet de Tarn Sud Développement. Donc, Tarn Sud Développement est né de la volonté des acteurs économiques locaux d'affirmer leur soutien résolu au seul projet réaliste de désenclavement du bassin Castres-Mazamet. Ce projet de désenclavement se matérialise par la construction d'une autoroute décidée, je le rappelle, par l'État, à l'issue d'un long processus de concertation auprès de tous les acteurs du territoire. Dès le départ, la société NGE, chargée par l'État de construire cet ouvrage, a souhaité associer les investisseurs locaux au capital d'Atosca, la future société concessionnaire. Lors de la préparation de son dossier de candidature, elle a aussi approché les laboratoires Pierre Fabre, dont le soutien lui paraissait incontournable en tant que premier employeur privé du bassin Castres-Mazamet, mais aussi la CCI du Tarn pour s'assurer que les acteurs du territoire dont nous faisons partie seraient sensibilisés à sa démarche. En septembre 2021, par la voix de son Premier ministre Jean Castex, l'État a désigné Atosca comme concessionnaire pressenti unique de la 69. Avec l'aide des laboratoires Pierre Fabre et de la CCI du Tarn, Atosca a établi une liste d'entreprises locales susceptibles de devenir actionnaires. En début de l'année 2022, plusieurs réunions d'information se sont tenues en présence des entreprises pressenties, au cours desquelles Atosca, via son directeur général Martial Gerlinger, a présenté le projet d'investissement et la forme juridique qu'elle pourrait prendre. À l'issue de ces réunions, 13 entreprises locales ont confirmé à la société Atosca leur intention d'investir. En mars 2023, Atosca a obtenu l'accord du ministre des Transports pour la réalisation de l'opération. En avril 2023, les parts d'Opal Invest, société d'investissement sous statut SAS, créée par NGE en prévision d'une possible opération d'élargissement de son capital, ont été rachetées par les 13 entreprises candidates. Opal Invest a alors été rebaptisé Tarn Sud Développement afin de mieux refléter la motivation de ses futurs associés et de leur implantation. Pour sa part, la CCI du Tarn, comme il vous l'a été dit, a intégré Tarn Sud Développement en mai 2023 via sa filiale Steve, après avoir obtenu l'aval de ses autorités de tutelle. En août 2023, l'opération a été finalisée à travers une augmentation de capital réalisée par les associés de Tarn Sud Développement, la part de Tarn Sud Développement dans le capital d'Atosca passant à 5,3%. Au même moment, j'ai été nommé président de Tarn Sud Développement à l'unanimité des associés. Aujourd'hui, la 69 n'est plus un projet mais un chantier qui avance et dont la mise en service se prépare activement au travers du comité de développement coordonné par la préfecture et le conseil général du département du Tarn. Réunissant les services consulaires, les collectivités locales, les entreprises du territoire et les services de l'État, ce comité se réunit régulièrement pour définir et formaliser un projet ambitieux de développement du territoire. En créant Tarn Sud Développement, la CCI et les entreprises associées entendent, comme l'a évoqué Michel Boussy, incarner le soutien indéfectible de la très grande majorité des acteurs économiques locaux au désenclavement du bassin Castres-Mazamet. Notre prise de participation minoritaire du projet nous permet par ailleurs d'occuper un poste d'observation privilégié pour veiller au respect des engagements pris par Atosca. Les actionnaires de Tarn Sud Développement comprennent que le projet de réalisation de l'autoroute Toulouse-Castres-Mazamet ne fasse pas l'unanimité. Néanmoins, ils n'accepteront jamais que l'opposition à un tel projet, issu d'un processus démocratique de plus de 20 ans, et ayant obtenu toutes les autorisations légales, puisse se traduire par des dégradations, des menaces et des violences répétées. Voilà, donc après ce propos liminaire, je vais dérouler, si vous le souhaitez, votre questionnaire et répondre précisément aux questions que vous nous avez envoyées. Donc la première question était pourquoi avoir changé le nom d'Opal Invest en Tarn Sud Développement. Opal Invest a été rebaptisé Tarn Sud Développement par les entreprises locales
nous avons demandé à Atosca de rebaptiser Opal Invest en Tansu Développement, qui sont devenus actionnaires afin de mieux refléter les motivations de leur prise de participation. Le changement de nom est intervenu en avril 2023. À la question qui est à l'origine de la création de la société, quand elle a été envisagée et quel est son objet, plus précisément le cahier des charges désigne cette société comme un véhicule de portage, quel est l'objet assigné à ce type d'entreprise. Bon, je dirais que c'est d'usage que l'entreprise qui a la maîtrise du projet décide du nom de celle-ci et de sa forme juridique et du montant du capital, d'autant plus qu'elle est actionnaire unique. Le nom de celle-ci n'a pas de réelle importance. La société Tansu Développement est une SAS créée au départ par la société NGE, je l'ai déjà dit, sous la dénomination d'Opal Invest lors de la constitution d'Atosca. À l'origine, NGE détenait 100% des parts d'Opal Invest qui, elles, représentaient 1% d'Atosca. Cette société est devenue, comme je l'ai déjà dit, en avril, la société Tansu Développement. Alors, je précise que ce n'est pas un véhicule de portage, mais un véhicule d'investissement dont la constitution est classique dans ce type, encore une fois, de projet d'infrastructure ou de projet immobilier. En l'espèce, la société a été créée par NGE pour permettre une éventuelle participation d'investisseurs complémentaires en cours d'activité. Ceci n'est pas concrétisé par un permis, et ceci ne s'est pas concrétisé et a permis d'utiliser ce support pour permettre justement la participation d'entreprises locales au sein de la société concessionnaire Atosca. Quel était à la création d'Opal Invest le montant du capital de la société, la composition de son actionnariat et la répartition des parts entre les actionnaires? Bon, j'ai répondu à cela en partie. Le montant du capital d'Opal Invest était de 10 000 € au montant de la création. Pardon? Au moment. Au moment, oui. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Ce capital était divisé en 1000 actions d'une valeur nominale de 10 €. Son actionnariat était unique puisqu'elle était détenue à 100% par NGE au moment de sa création. Pourquoi le capital initial de Tansu Développement était-il de 10 000 € au départ et pourquoi celui-ci est porté à 8 650 000 €? Au moment du montage financier et juridique du projet, on réalise les formalités de création d'une société avec un petit capital. Enfin, c'est une question enfin, c'est une pratique courante. On cherche à obtenir, au moment du montage du projet, un numéro sirène, un cabis pour l'opération future. Et dans un deuxième temps, quand on fait l'opération et que l'on a ses partenaires, eh bien, on y vient y mettre des fonds et donc réaliser l'augmentation de capital. Le choix de doter Opal Invest d'un capital de 10 000 € est celui de NGE. L'augmentation du capital de la société Tansu Développement s'est effectuée en 2 étapes. Une première par le rachat du capital de cette société. Il nous fallait être propriétaire de cette société en quelque sorte pour pouvoir y augmenter son capital. Nous avions maintenu les 10 000 € moins les 4 € correspondant aux 4 actions détenues par les actionnaires d'Atosca. Donc NGE, Atsendi, Quaero et TIC. Je ne sais pas si je les prononce bien. Par la suite, en date du 4 août 2023, chaque entreprise actionnaire a souscrit à l'augmentation du capital pour doter le capital de TSD de 8 650 000 € environ, ce qui a permis d'apporter ces fonds à Atosca. Pourquoi la valeur des actions de ces sociétés ont-elles été ramenées à 1 €? Bon, là, pareil, j'aurais tendance à dire qu'il est d'usage, quand il y a plusieurs actionnaires, pour des questions de simplification, d'ajuster la valeur des actions à 1 €. Cela est totalement neutre sur le plan financier et sur le montant financier de départ. Question 5. Quels sont actuellement l'ensemble des actionnaires de Tansu Développement et quelles sont leurs parts respectives dans le capital? TSD compte 14 actionnaires, dont 13 entreprises, et la CCI du Tarn via sa filiale d'investissement pour le développement économique. Parmi les sociétés, 11 que vous avez citées sont publiquement connues.
Pour des raisons de confidentialité, de précaution, je ne souhaite pas, dans le cadre de cette audition publique, répondre et vous donner la liste complète de ces associés. Je vous la transmettrai, ainsi que le tableau de capitalisation, en suivant, si vous le souhaitez, par mail. J'insiste sur le fait que nous faisons fréquemment constat de violence, de dégradation à l'encontre d'entreprises du territoire et d'infrastructures. Nous souhaitons rester discrets sur la liste et nous avons souhaité être discrets sur la liste, non pas trop pour des questions de secret des affaires, mais plutôt une protection, une sécurité des salariés et des biens de nos entreprises contre d'éventuels actes de malveillance. Mais je le répète, je vais vous le communiquer rapidement. À l'origine, Tansu Développement détenait une part du capital d'Atosca. Le montant de cette participation a-t-il évolué? Le cas échéant, est-il envisagé d'accroître la participation de Tansu Développement? En effet, avant l'augmentation du capital, Opal Invest, je vous l'ai dit précisément, détenait une seule action dans la société Atosca d'une valeur de 10 000 €. L'augmentation de capital réalisée en date du 4 août 2023 a permis d'accroître la part du capital détenu par TSD à 5,34%. Et il n'est pas envisagé d'augmentation de ce capital. Pourquoi M. Thierry Baudard a-t-il été le premier dirigeant de cette société et pourquoi a-t-il été remplacé par moi-même? Précisez plus particulièrement les justifications en matière de qualification, d'expérience qui ont motivé la nomination de M. Freyss à la présidence de cette société de gestion de fonds. Alors, le choix de M. Thierry Baudard comme dirigeant de la société d'Opal Invest appartient à l'ancien actionnaire unique, la société NGE. Vous pourrez leur soumettre cette interrogation, enfin, vous avez dû la poser. Ma désignation comme président de la société Tansu Développement fait suite à la demande des autres entreprises actionnaires. Elle traduit une forte appétence personnelle autant qu'une expérience dans la gestion d'entreprise et l'investissement au sein de jeunes entreprises du sur Tarnais. Je tiens à préciser que je n'assure pas la présidence d'une société de gestion de fonds qui correspond à une forme légale bien précise et qui nécessite un agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mais simplement d'une SAS, société à action simplifiée, dont l'objet est la prise de participation directe dans la société Atosca. Et puis, bon, je suis peut-être celui qui s'est le plus investi dans le dossier et comme j'ai a priori un peu plus de disponibilité que les autres chefs d'entreprise, j'ai accepté cette charge. Question suivante. Existe-t-il parmi les membres du conseil d'administration de Tansu Développement ou parmi les sociétés travaillant avec ou pour Tansu Développement des personnes ayant des liens professionnels avec le groupe Pierre Fabre? Alors, il n'existe pas de conseil d'administration dans Tansu Développement. Tansu Développement ne salarie pas de salariés et n'a pas prévu de salariés de personnel. Je ne suis pas habilité à commenter les relations commerciales entre les actionnaires de Tansu Développement et leurs clients. Je vous invite donc à poser la question directement au laboratoire Pierre Fabre. Qu'entendez-vous par lien professionnel s'il s'agit d'un contrat de travail avec un lien de subordination ou de simple relation commerciale? Je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de salariés des laboratoires Pierre Fabre dans Tansu Développement, vu que nous n'avons pas de salariés, et il n'y en a pas non plus dans les sociétés associées. Forcément, dans un bassin économique comme le nôtre, on pourra sûrement observer des relations entre associés, mais à ma connaissance, ce ne sont que des simples relations clients-fournisseurs, comme moi j'ai pu travailler pour des associés et faire travailler des associés de la société Tansu Développement. Quel est votre rôle et quelles sont les prérogatives en tant que président de la société Tansu Développement? Je rappelle que TSD a pour simple vocation de regrouper les entreprises locales pour prendre une participation dans la société Atosca. Et une fois que l'investissement est réalisé, elle n'a pas d'activité particulière. Simplement organiser une assemblée générale par an, assurer la gestion, les déclarations de TVA éventuelles et les obligations légales courantes. Le rôle du président est d'être le représentant légal de la société.
En revanche, il n'a pas de pouvoir. De nombreuses décisions engageant tant de Sud Développement doivent être prises à la majorité qualifiée des actionnaires, c'est-à-dire à plus de 75% des parts, ou renforcées, c'est-à-dire à plus de 80% des parts. Pour la modification des statuts ou encore des transferts de titres à un tiers, ces décisions se prennent à la majorité renforcée. Donc, je ne suis pas le seul décisionnaire et il faudra la quasi-totalité des associés pour pouvoir prendre ces décisions. Le président participe aux assemblées générales d'Atosca. En dehors de ces AG, notre participation nous permet d'avoir un contact direct avec Atosca, et d'obtenir de sa part des informations précises sur l'avancée du chantier. En revanche, TSD ne dispose pas de mandat dans la gouvernance de la société Atosca et ne participe pas à la gestion opérationnelle. Voilà, j'ai terminé de répondre aux questions de votre questionnaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, peut-être pour vous des questions complémentaires, je me permets de vous rappeler la mienne par rapport aux problématiques de rentabilité qui ont été évoquées par l'ART en votre qualité d'actionnaire. Il y a des éléments sur de trafic, de coût des travaux qui ont été évoqués. J'aurais aimé voilà, vous entendre peut-être sur ce sujet, mais je vais redonner la parole à Madame la rapporteure, peut-être pour des questions complémentaires. Monsieur Madame le la rapporteure. Président, tu souhaites qu'on réponde d'abord dans un premier temps à cette question sur le. Oui, peut-être. Hein, comme ça, ce sera peut-être fait. Moi, juste, je voudrais intervenir avant de repasser la parole à Jean-Pierre Frey sur comment dire, ce sujet par rapport au risque et au trafic qui pourrait ne pas être tout à fait le même, ou j'ai envie de dire à l'augmentation éventuelle du coût des travaux. Ce que je veux préciser, c'est que, bon, d'abord, en tant, enfin, le président va s'exprimer, mais en tant que TSD, je ne pense pas qu'on ait d'informations très, très particulières et précises sur ce sujet-là. Là, je pense que sur les notions de trafic et autres, il faut se rapporter plutôt à la société Atosca qui, elle, doit avoir des éléments beaucoup plus précis que nous. Par contre, ce que je veux préciser, c'est que lorsqu'un chef d'entreprise investit dans une société privée, quel qu'en soit l'objet, il prend toujours des risques. Voilà, c'est l'essence même, je dirais, de l'entrepreneuriat. Et on sait qu'il y a un risque, comme dans tout projet qu'il peut y avoir, il y a un risque. Et là, oui, il peut y avoir éventuellement le risque que le trafic soit pas tout à fait au même niveau au début, ou que les montants des travaux dépassent un petit peu, ce qui fait que ça abaisserait, dans un premier temps, la rentabilité ou autre de la structure. Par contre, moi, ce que je constate, pour avoir bien observé le développement du Tarn Nord par rapport au Tarn Sud, c'est qu'au départ, lorsque la RN 88 qui s'est transformée en A68 a ouvert, j'étais sur le territoire à ce moment-là, et on a vu que l'évolution du trafic a été crescendo. On n'a pas démarré du jour où on ouvre une autoroute en disant waouh, super, on a le nombre total des véhicules sur cette voie que l'on avait prévu, pour de multiples raisons. Et le développement économique, justement, le long de cet axe, ou grâce à cet axe, fait en sorte aussi que ce trafic augmente peu à peu. Et à ce moment-là, c'est une opération presque gagnant-gagnant au fur et à mesure du développement de la structure. Voilà, ça, c'est pour ma part ce que je voulais dire en tant qu'observateur au niveau d'une chambre de commerce par rapport à des territoires irrigués ou d'autres qui le sont moins, et de savoir comment évoluent les trafics. On a d'autres exemples sur le doublement de la 2x2 voies, ce qui est devenu la 2x2 voies entre Albi et Rodez, où les gens utilisaient cet axe, et puis au fur et à mesure, depuis que la 2x2 voies est ouverte, on voit bien que le trafic, alors là, il n'y a pas de notion économique très marquée, mais ne serait-ce que la facilité d'utiliser l'axe fait que le trafic naturellement augmente. Alors vous allez me dire, peut-être Madame la rapporteure, que cet axe est gratuit, que l'autre sera payant. Oui, effectivement, mais ce que je veux aussi préciser, c'est que si on avait pu avoir un axe gratuit là, on aurait été des plus contents, mais malheureusement, parmi toutes les études, il n'y a pas eu d'autres possibilités. Voilà ce que je voulais dire sur ce parti. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette notion de risque. Voilà, mais je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question, Monsieur le Président, mais je voulais juste préciser un petit peu ça.
Oui, oui, non, non, parfaitement, monsieur le Président, aussi, vous avez parfaitement répondu. Effectivement, c'est un des éléments, mais qui me permettait aussi également voilà, de, de faire le point et d'éviter, comme le dit Madame la rapporteure, peut-être pas les zones d'ombre, mais les fantasmes autour du fait qu'un concessionnaire, en réalité, ne prendrait aucun risque. Au fond, le concessionnaire prend un risque, ça a été évoqué, c'est lui qui assume les mauvaises évaluations qui feraient des coûts du travaux ou des trafics, et c'est pas un ajustement qui se fait au détriment, effectivement, des usagers. Ça nous a bien été précisé dans le cadre des auditions que nous avons fait, notamment de l'ART. Et donc, c'était important pour moi d'avoir votre position à l'instar des autres actionnaires d'Atosca. Merci pour vos propos. Merci aussi également d'avoir rappelé les raisons pour lesquelles vous souhaitiez, au moins pour certains actionnaires de TSD, avoir de la discrétion, voire de l'anonymat. On le comprend parfaitement ici à cette commission d'enquête. On sait qu'il y a d'autres entreprises qui font l'objet d'un bashing fort, avec des manifestations qui s'expriment parfois de manière très violente. On l'a vu que le concessionnaire avait eu de nombreux engins de chantier brûlés. On a vu qu'il y avait eu des altercations avec des élus, mais aussi également avec des salariés de ces entreprises. Et je sais que c'est effectivement pour vous le souci de ces entreprises-là, d'éviter d'abord en premier lieu que leurs salariés, bien évidemment, fassent l'objet d'invectives et ou de pression. Et on comprend parfaitement dans le contexte la position qui est la vôtre. Madame la rapporteure, peut-être pour des compléments de questions. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, évidemment, par rapport, merci d'avoir répondu là, au questionnaire. Mais du coup, évidemment, suite à vos réponses, cela entraîne et conduit à devoir vouloir creuser sur ces sujets-là. D'abord, en tout premier lieu, avec Monsieur Bossy, là, par rapport évidemment aux effets néfastes ou positifs d'une autoroute. Je vous invite, si vous en avez un petit peu de temps, à écouter une audition extrêmement intéressante que nous avons eue avec un éminent urbaniste qui s'appelle Monsieur Hoffner, et qui nous a expliqué qu'évidemment, une autoroute pouvait être un facteur de dynamisation d'un bassin de vie, mais pouvait aussi ne pas l'être et que c'était pas un élément décisif dans la dynamisation. En revanche, ce dont il est sûr, et sur la base d'études extrêmement complètes qu'il a pu réaliser ou que d'autres ont pu réaliser, c'est que ça conduit à une hypermétropolisation. Cette hypermétropolisation conduit à ce qu'effectivement il y ait une cherté foncière au niveau de la métropole et que les personnes qui souhaitent acquérir du foncier un peu moins cher s'éloignent avec souvent des personnes qui sont à haut revenu et qui viennent évidemment perturber complètement le marché local, empêchant parfois des personnes qui sont sur place à acquérir dans la mesure où il y a une envolée des prix liée à ces forts revenus. On l'a tout à fait sur, justement, vous parliez de Montauban, j'ai travaillé un long moment à Montauban et on constate exactement cela, notamment avec les salariés d'Airbus qui vont sur toute la ligne, y compris sur le sud du Tarn-et-Garonne. On l'a également sur la route vers Albi les élus qui sont confrontés avec des demandes qui sont posées par des personnes à plus fort pouvoir d'achat de services dont ils ne peuvent pas mettre à disposition, surtout dans le contexte actuel des finances des collectivités locales. Et on l'a également sur tout ce qui est relatif aux services offerts et par ailleurs à la l'augmentation évidemment des mobilités qui sont des mobilités carbonées avec évidemment les voitures en lieu et place de ce que le gouvernement lui-même d'ailleurs plaide et que les écologistes ont voté. Donc vous voyez, c'est vraiment sur ce sujet-là, nous sommes en phase par rapport à la question des déplacements avec des déplacements décarbonés et les SERM, les services express régionaux métropolitains, pour justement éviter d'avoir des mobilités qui, un, coûtent cher, hein, parce qu'il faut avoir souvent deux véhicules, deux polluent évidemment, et en plus, quand il s'agit de déplacement d'une infrastructure gratuite qui se reporte sur une infrastructure payante, finalement, font qu'il y a une double peine, voire une triple peine pour des personnes qui sont souvent, quand c'est dans le sens euh,
par exemple Castres vers Toulouse, pénalise des personnes qui, au contraire, ont des plus faibles revenus. Donc, franchement, on ne va pas rentrer dans le détail de ces échanges, mais ça mériterait vraiment que ce soit creusé et qu'on puisse évidemment donner des arguments également sur des villes qui sont reliées par des autoroutes. Je vous parle de Tarbes, par exemple, ou Carcassonne, ou ne parlons pas de Perpignan, et qui ont un PIB par habitant et des revenus fiscaux par habitant extrêmement faibles, et y compris au niveau entreprise, qui n'ont pas du tout pu se développer ou qui se sont effondrés, au contraire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand il y a une DUP, elle doit être précédée et non pas suivie d'un projet de territoire. Alors, je sais que ce projet de territoire, vous y travaillez, mais pour autant, ce projet de territoire, en préalable de la DUP, n'était pas du tout euh, élaboré. Et évidemment, et vous l'avez dit également, et ça, je ne le conteste pas, la décision qui était de faire une autoroute a été prise par Dominique Perben en 2009 sur la base d'aucune étude. Ça nous a été confirmé par le ministère, puisque je l'ai sollicité à 2 reprises et par écrit pour en être certaine, d'aucune étude alternative, que ce soit d'aménagement de la RN 126, sur laquelle on peut effectivement se mettre d'accord, et également, évidemment, d'aménagement de la ligne ferroviaire qui aurait pu participer, évidemment, de ce qu'aujourd'hui on appelle les services express régionaux métropolitains, mais qui, à l'époque, aurait été un aménagement de ligne ferroviaire, qui aurait pu être une alternative bien, bien plus économes à la fois pour les usagers qui n'auraient pas eu à payer, pour les collectivités, mais également économes au niveau des impacts écologiques sur lesquels, évidemment, je ne doute pas que vous soyez sensible vu la beauté de votre département. Qui est également valorisé au niveau touristique pour justement son côté préservé au niveau sur le côté naturel. Et évidemment, vous n'y êtes certainement pas non plus insensible sur évidemment la question agricole, à la fois sur le volet à souveraineté alimentaire, mais également sous le volet préservation de terres agricoles extrêmement riches dans ce bassin alluvionnaire. Bon, donc ça, c'est un sujet et un des échanges que on pourrait avoir certainement dans un autre cadre. Et avec plaisir pour en parler et vous mettre à disposition également les études qui sont sur ce sujet, à la fois sur évidemment le tracé de la 69, mais de façon plus générale sur les effets pervers de l'étalement urbain qui pèse notamment sur nos élus et les élus de communes rurales qui se retrouvent complètement transformés en ou en ville dortoir et toutes les problématiques qui se posent à cette occasion. Je referme la parenthèse, mais c'était juste pour avoir un échange sur cette question qui est vraiment passionnante en termes d'aménagement du territoire et sur le renoncement de l'État à avoir un aménagement du territoire. Alors l'État, je ne pointe pas celui-là maintenant, mais de façon quand même assez linéaire, avoir une vision de l'aménagement du territoire qui ne nous a pas conduit à ce que nous avons aujourd'hui, des déserts médicaux, des déserts évidemment de mobilité et qui ne sont aujourd'hui transformés que par le biais d'un choix qui ne coûte rien à l'État, mais qui coûte à l'usager et qui est supporté par les habitants, qui est celui des péages. Et nous y reviendrons tout à l'heure, hein, et d'une concession avec péage. Donc, je vais me recentrer. Je ne pouvais pas résister, excusez-moi, à cet Non, non, échange. mais merci pour vos propos, Madame la Voilà. rapporteure. On a bien noté. Ouais, et donc, on va revenir de façon plus précise sur le volet financier. Alors, donc, vous m'avez dit, Monsieur Fraisse, que vous souhaitiez que certains actionnaires, manifestement, souhaitent rester dans l'anonymat ou à tout le moins dans la discrétion. Moi, je vous rappelle juste un petit élément, c'est que souvent, c'est l'opacité qui crée évidemment l'inquiétude et c'est souvent l'opacité qui crée les interrogations et les manifestations. On peut être pour ou contre un projet, mais à partir du moment où il y a opacité, eh bien évidemment, il y a des interrogations qui se font jour et évidemment des théories qui peuvent être développées sur pourquoi on nous cache tout et pourquoi évidemment on ne Oui, nous a pas dit. Donc, en l'occurrence, dans ce dossier Tarn Sud Développement, vous l'exprimez vous le souhaitez que la CCI ou d'autres prennent une part
au développement du territoire, on peut l'entendre, mais je repose néanmoins la question telle que je l'avais déjà exprimée dans mon introduction, mais pourquoi tant de mystère dans une opération dans laquelle vous auriez parfaitement pu indiquer que à terme, même si ce n'était pas forcément à la signature du contrat, vous souhaitiez vous investir dans cette opération. Et si je pose la question précisément dans le volet financier, c'est que naturellement, votre participation à hauteur de 5,3% et qui pourrait aller jusqu'à 10% puisque c'est prévu dans le contrat, puisque en réalité, tout est prévu dans le contrat d'ailleurs. Comme je le disais hier, heureusement, puisque sinon tout serait illégal. Donc, tout est bien prévu dans le contrat, ça peut aller jusqu'à 10%. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit qu'à un moment donné, après, parce qu'il fallait en discuter au niveau des entreprises, et peut-être que d'ailleurs d'autres entreprises auraient pu être intéressées, ne pas l'avoir dit, je pense que c'était quelque chose qui a créé de l'interrogation, du doute et de la suspicion, qui n'était pas nécessaire dans ce dossier, qui déjà, de toute façon, sur lequel on constate évidemment qu'il y a des oppositions, et c'est bien normal, c'est la vitalité de la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Si vous voulez bien, je déroule et puis après on répond sur vous demandez. Vous m'avez indiqué, Monsieur Fraisse, que vous m'adresseriez l'ensemble des actionnaires, dont acte. Je les attends évidemment par écrit. Mais vous avez indiqué à un moment donné quelque chose qui m'a intriguée, sauf 4 actions qui ont été gardées par Quaero, KIF, etc. TIF. Ça veut dire que Quaero, TIF, etc. sont dans ce développement? Oui, J'ai pas bien compris. si, ils sont dans ce développement à hauteur chacun d'eux d'une action à 1 euro. Et donc, c'est en plus de ce dont vous ne m'avez pas parlé ou c'est Oui, c'est en plus? Oui. oui. D'accord. Bah, écoutez, ça, je l'apprends puisque hier, j'ai auditionné Quaero, TIF et Ascendi, etc. Et ils se sont bien gardés de me parler de ça. Et Si, notamment- pardon, Oui, mais allez-y. l'un d'entre eux vous a dit qu'ils avaient gardé une action, ils avaient pris une action dans Temps Sud Développement justement pour assister aux assemblées générales, ce que nous avons Il y en a un, accepté. oui, il y en a un qui me l'a dit, mais les autres ne me l'ont pas Alors dit. après, pardon, j'ai pas regardé toutes Oui, oui, non. les auditions. Bon, écoutez, on va dire que ça m'a échappé, mais en tout cas, merci de me donner Tout cela l'information. pour une valeur de 4 euros au total. Oui, mais ce n'est pas tant la question de la valeur de 4 euros, c'est la question évidemment de ce que donne le droit en termes de vote ou de possibilité d'action. Bien sûr. Et Voilà. Parce je que trouve, vous pensez bien que... Oui, je trouve normal que les actionnaires principaux oui. soient aussi présents chez l'actionnaire minoritaire. Oui, en fait, ils sont un peu, pour tout vous dire, un peu présents partout, mais bon, donc en l'occurrence, ça leur donne des droits au-delà de la question de la valorisation, évidemment, de leur action. Alors, sur cette question-là, justement, j'ai posé la question hier, mais la réponse ne m'a pas été faite à l'oral, mais donc je vous le repose. Donc, vous avez 5,3% participation. C'est valorisé à hauteur de combien, ces 5,3 en montant? Parce que je n'ai pas la réponse. De toute façon, je vais la voir, hein, mais donc, si vous pouvez me la donner, ça serait très bien. Oui. Oui, je vais laisser les spécialistes répondre, mais nous avons apporté 8 650 000 euros à Tosca, pardon, 8 650 000 euros à TSD, qui a pris les participations correspondantes à Tosca. À hauteur de 8 650 000 euros. Oui. Donc, c'est le capital social et c'est donc également Alors après, il Non, peut y avoir c'est fonds propres. des ajustements, c'est dans les fonds propres de Atosca. Mais je ne suis pas ni un financier ni un juriste, je préfère qu'Atosca vous les précise. D'accord, donc c'est comme c'est une question que je pose de façon récurrente et que personne ne me répond, je vais le demander à Tosca. D'accord. Et qui correspond aux Voilà. 5,3% du capital que vous avez dans Tosca. Voilà. C'est C'est ça, Oui. c'est ça. Donc, on est à. Voilà. En fait, dans le TSD, Oui, cette somme constitue les fonds propres. D'accord? Le capital social est différent des fonds propres. Donc, les 8 650 000 apportés constituent les fonds propres de TSD. Et c'est ça qui a été transféré ensuite sur Atosca.
D'accord. Et donc, s'agissant des fonds propres, ils bénéficient du dispositif tel qu'il nous a été exposé hier, des dettes subordonnées Je suppose. et de la rentabilité à 6%. Je suppose. Oui, D'accord. Donc, c'est bien important que l'on sache la qualification de ces 8 650 000 oui, par rapport à oui, l'investissement que vous avez fait dans pas de Top Sport. problème. On Tout est à fait. d'accord. On est d'accord. Bon, donc c'est une bonne affaire, hein. Très bien. Alors Euh, là, par rapport à ça, la bonne affaire, pardon, hein, je vous ai non, j'en sais entendu dire rien. ça. Non, je vous ai entendu dire ça hier, mais moi, je place mieux que sur 10 ans et j'ai des rémunérations trimestrielles dans la banque du coin de la rue, hein. Oui, oui, puis Oui. encore une fois, je me permets de rappeler que la bonne affaire n'est pas forcément une si bonne affaire. C'était ma question préalable sur la rentabilité, euh, Exactement. au dire de l'État et notamment de l'ART qui considérait effectivement que c'était peut-être pas forcément une si bonne affaire compte tenu du risque important qui était pris par les actionnaires. Donc voilà, Mais si on s'arrête au niveau financier pur et dur, tel que vous venez de le faire, Madame la députée et Madame la rapporteure, mais si on s'arrête à ça, avec des taux d'inflation que l'on a actuellement, mais voilà, pour des chefs d'entreprise et des gens qui font du placement, actuellement, 6%, il faut couvrir l'inflation aussi, parce que vous placez 100, vous récupérez 100, mais entre-temps, avec l'inflation, vos 100, ils représentent plus 100. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que derrière, si vous voulez, on se retrouve pas forcément avec un gain ou avoir fait de l'argent voilà, sur ce mandat de capital investi. Avec des capitaux bloqués J'entends. pendant 55 ans. Donc, Et ensuite, ces 6% aujourd'hui, OK, on dit 6%, c'est ce qui est attendu. Mais encore une fois, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Président, oui, il y a une notion de risque. Cette notion de risque, elle existe. Et ce retour, je dirais, ce retour peut-être à ces 6% ne se fera pas peut-être immédiatement, mais beaucoup plus dans le temps. Enfin, en tout cas, immédiatement, ce dont on est sûr, puisque cela nous a été confirmé hier, qu'il va y avoir une rémunération des actionnaires à hauteur de 4 600 000 dès l'ouverture de l'autoroute, et que je sache, c'est hors trafic et hors, évidemment, péage que les actionnaires vont être rémunérés. Bon, donc, Oui, parce qu'il y avait eu des placements. ça, oui, c'est une Ouais, négociation voilà. que Atosca a menée avec la banque et c'est complètement oui, dissocié avec j'entends euh, la rentabilité et ça ne concerne pas les 6%. mais j'ai bien compris, c'est en plus. D'accord. Il y a une autre richesse qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est toute la richesse de l'emploi créé sur ce bassin-là au moment de la création, bien sûr, de l'autoroute, hein. Quand on parle j'ai parlé volontairement de 1000 emplois, parce que pour moi, en tout cas, en tant qu'investisseur, et je me permettrai de répondre à votre première question, Oui. si vous voulez bien, Madame le rapporteur. Je pense qu'en tout cas, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment l'emploi sur ce bassin. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 1000 emplois et je crois que déjà, c'est déjà un très beau retour sur cet investissement qui enfin, je crois que il faut pas le négliger. Par contre, j'en profite, excusez-moi, Madame le rapporteur, si je peux me permettre. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous étonniez que des gens aient pu avancer de manière opaque, ou je ne sais trop comment. Donc, c'est la principale raison pour laquelle j'ai souhaité être présent aujourd'hui. Parce que pour ma part, et vous avez peut-être pu le voir dans la presse ou autre, je ne me suis jamais caché depuis le départ d'avoir investi dans TSD. Je participe de cette manière-là partout où j'ai pu investir. Donc, soyez assurés que mon intention n'est pas d'avancer masqué, mais elle était bien d'investir dans une société qui pouvait apporter de l'emploi et des richesses sur le territoire. Et de ce point de vue-là, en tout cas, moi, personnellement, je peux vous affirmer qu'il n'était nullement question pour ma part d'investir dans une société opaque ou qui avancerait masquée. Voilà, je suis le plus clair possible et les sociétés.com, les sociétés sur lesquelles je suis, j'apparais très largement et je ne me suis jamais caché depuis le départ d'avoir investi dans cette société. Voilà, je tenais à le préciser. Je voudrais juste compléter, parce que vous souhaitiez dérouler, mais compléter sur cette question, puisque Ludovic l'a abordé, que si vous voulez, quand on a. Pourquoi on n'a pas rendu public de suite? Bon, d'abord, parce que quand on fait des opérations comme ça, on n'a pas rendu public le fait que la CCI soit rentrée, par exemple, sur Evripol pour prendre des participations quand on a constitué Evripol sur Albi. On n'a pas. Bon, c'est vrai que là, le sujet est un peu plus sensible, on aurait pu se dire, mais vous auriez peut-être dû le faire parce que le sujet était sensible et on peut tirer des plans sur la comète par rapport au fait un peu de ce silence par rapport à ça.
La raison principale qui a fait que on ne se soit pas exprimé là-dessus, c'était, je dirais, comment dire, l'état d'esprit qu'il y avait autour de ça et le constat des violences et des dégradations que l'on avait lors des manifestations, si vous voulez, ce climat qui régnait autour de l'autoroute avec ce conflit entre les opposants et les partisans de l'autoroute. Donc on s'est dit, on ne va pas rajouter de l'huile sur le feu par rapport à ça et on va, dans un premier temps, dérouler. Pourquoi ensuite on l'a rendu public? Tout simplement parce qu'un journaliste a tiré le truc et a dit, tiens, voilà, il y a un truc. Et on s'est dit, avant que ça fasse des vagues, que ce soit interprété d'une manière ou d'une autre, on y va. On s'est entendu avec les laboratoires Pierre Fabre, on est très très clair ici aujourd'hui. On s'entend avec les laboratoires Pierre Fabre, avec les actionnaires TSD, et on y va. Et là, il y a eu aucune retenue, si ce n'est 2 ou 3 entreprises que Jean-Pierre Fraisse n'a pas souhaité citer, je dis publiquement aujourd'hui, parce que, si vous voulez, pour leurs entreprises, ils ont un risque majeur aujourd'hui si jamais ils avaient des actes de violence envers leurs entreprises. Ce sont des entreprises sensibles. Voilà. Donc, vous aurez la liste, vous aurez la participation, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, vous comprendrez quand vous aurez, si vous n'avez pas déjà les noms, mais vous comprendrez lorsque vous aurez les noms de quoi je parle. Voilà. Ce que je voulais préciser. Oui, très bien. Alors, disons que enfin, moi, vous savez, rien ne me gêne à partir du moment où c'est légal, donc il n'y a pas de souci. Et évidemment, si je vous faisais état de ces interrogations, c'est parce que je vois bien que c'est quand même un sujet, comme vous le dites, extrêmement sensible et que je considère et c'est l'objet de cette commission d'ailleurs, que la transparence, c'est toujours la meilleure option en toute chose. Cela évite tous les problèmes que l'on peut rencontrer ensuite. Et puis par ailleurs, ça évite en quelque sorte le mensonge par omission ou le mensonge tout court quand on m'exprime en commission sous serment que le groupe Pierre Fabre n'a aucun intérêt financier à cette opération. C'était quand même sous serment et donc je vais reposer la question à ceux qui ont pu s'exprimer ainsi. Était-il au courant? Et je doute fort qu'il ne l'ait pas été. Donc là, c'est quand même plus inquiétant. Alors, je continue sur donc les actionnaires et les 4 actions. Donc, c'est quoi juste, je reviens là. C'est donc Quaero qui a une action. Si vous pouviez me le redire. NGE. Attendez, Quaero, NGE, TIC. Alors, je ne sais pas comment on prononce. TIC2 ou Oui, voilà. Les TIC2? 2 IC, là. T2IC et Ascendi. Et il y a Sandy peut-être aussi probablement. Ascendi aussi, oui. Ascendi, mais Ascendi, avec une action, ils apparaissent au contrat eux. Et on en a parlé hier, ils nous ont dit que c'était une erreur que de l'avoir fait, mais bon, manifestement, les autres, c'est pas une erreur. Et NGE, c'est NGE quoi, précisément? Ben, ça va être NGE concession, je suppose. Non, parce qu'il y a deux NGE, il y a NGE concession et C'est NGE NGE concession. A69. Oui, NGE concession. NGE concession tout court. Hein. À confirmer quand À même. confirmer. D'accord. Oui, parce que moi, j'ai un NGE concession A69 tout court avec actionnaire unique Monsieur Baudard. Et quand j'ai posé la question à Monsieur Baudard ne se souvenait pas qu'il était actionnaire unique d'une NGE concession. Donc ça doit être NGE à 69. Ah, tiens, NGE concession à 69. très bien. Attendez. C'est sûr? Alors, écoutez, vous me le confirmerez. Oui. Je pense que En réalité, peut-être que vous avez l'explication, mais l'explication, on l'a eu quand on a auditionné les autres concessionnaires. C'est justement aux actionnaires qui ont accepté de baisser leur participation dans Tosca pour vous permettre de rentrer dans le capital, enfin à TSD, de rentrer dans le capital d'Atosca. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé en contrepartie à pouvoir, j'imagine, avoir une part nécessairement pour pouvoir faire, comme vous le souhaitiez, vous, au sein d'Atosca, participer notamment aux assemblées générales et avoir des informations, comme c'est le cas pour vous, sur l'avancée des travaux notamment. Donc il y a, j'allais dire, pas ni d'opacité sur ce sujet-là, ni, j'allais dire, d'éléments qui sont, j'allais dire, hors du cadre de ce qui se pratique généralement en pareil montage. Voilà. enfin, Monsieur Terlier, je ne partage pas votre analyse Oui, je sais parce bien que effectivement, vous écouteriez beaucoup plus de Dominique Sénéquier. Je pense que vous informeriez et vous comprendriez mieux le montage qui est là. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc ensuite, je continue sur
Je continue donc la TSD. Donc ensuite, sur le plan de financement, j'imagine que quand vous avez pris votre participation de 5,3% au sein de ce dossier, vous vous êtes intéressé au plan de financement sur la partie emprunt, puisque ben, vous avez apporté des fonds propres, donc la qualification des fonds propres vous donne certains droits que ne vous aurez pas donnés si c'était juste du capital social, et également sur les recettes attendues. Or, sur les recettes attendues, c'est le contrat qui le dit, toutes les recettes produites par l'autoroute, évidemment, viendront s'agréger pour potentiellement, à l'issue de cela, pouvoir avoir un impact sur les tarifs. Et donc, les recettes attendues, il y a également les tarifs. Et donc, qu'est-ce qui vous a été donné comme élément dans le plan de financement sur le montant des tarifs des véhicules de classe 1 à classe 4, étant les camions, et comme produit par ces pays? Alors, je vous rappelle que nous sommes actionnaires minoritaires et Transsud Développement n'intervient pas dans la fixation des prix de péage. C'est du ressort d'Atosca et de l'État. Donc, enfin, moi, personnellement, je ne connais pas le calcul précis du péage. La seule chose que j'ai de mémoire, c'est qu'on a un tarif annoncé avec des possibilités d'avoir des réductions en fonction du nombre de fréquentations par jour, par semaine, du mode de véhicule que l'on utilise. Et voilà. Et puis après, je pense que ce sont de toute façon des données qui vont évoluer dans le temps. Je suis incapable de vous dire le prix du péage et comme il est calculé, comme il sera calculé pour 2025 ou 2026, comme je ne sais pas le prix du péage Marseille-Lyon de 2025 ou de 2026. Oui, mais Marseille-Lyon, vous n'avez pas de participation financière. Enfin, sauf mais je l'utilise. donc, Non, je parle en tant qu'actionnaire d'une structure qui a évidemment des dépenses, mais qui a aussi des recettes. Et quand on prend une participation dans une structure de quelque nature que ce soit, quand on est entrepreneur, eh bien, on s'intéresse aux charges, on s'intéresse aussi aux recettes. Donc, si vous me dites que vous n'avez pas, vous me confirmez que vous n'avez pas eu connaissance de la volumétrie, enfin, si, alors pardon. Du financement espéré en termes de recettes, voilà, je m'interroge. Non, pardon, j'ai eu connaissance, mais je ne suis pas capable de vous dire comment c'est calculé. En revanche, je vous rappellerai qu'un chef d'entreprise, comme vous le faites remarquer, on investit, on prend des risques, mais on a aussi un élément important, c'est qu'on a la confiance des affaires aussi. C'est qu'à un moment donné, on est obligé de travailler en confiance avec nos interlocuteurs. Donc, je n'ai pas tout remis en question. D'une part parce que je n'ai pas la compétence, d'autre part parce que je n'ai peut-être pas le temps. Mais après, moi, j'ai transmis les éléments que Atosca m'a communiqués à mon service juridique et ils m'ont dit, bon, ben, c'est correct, c'est cohérent. Ils vous ont communiqué un plan de financement avec des recettes et des dépenses. Hein. Non, alors après, précisément, je ne pense pas, parce que ce sont des choses qui… La seule chose qu'on puisse affirmer, si je puis me permettre, la seule chose qu'on puisse affirmer, c'est que d'après le contrat de concession qui a été rédigé par la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, le prix du péage restera néanmoins dans la moyenne basse des autoroutes ayant été construites récemment. Donc, bon voilà, nous après, très sincèrement, j'allais dire, je suis presque d'accord avec vous. Notre intérêt n'est pas c'est d'être vigilant à ce que ce prix soit en adéquation avec la réalité du territoire. Donc, ça fait partie de en tout cas, je crois que ça anime la plupart des actionnaires TSD. Nous restons des sentinelles par rapport à ce cahier des charges d'Atosca et le prix du péage sera un élément d'observation de notre part aussi. En tout cas, ça sera le mien. Je suis très clair. Mais aujourd'hui, je serais très mal inspiré d'avancer quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui pour dire quoi que ce soit. Ensuite, comme l'a expliqué Jean-Pierre Fraisse tout à l'heure, notre président, les premiers éléments seront donnés lors des premières assemblées générales auxquelles il participera
et nous aurons ce retour. Et nous avons déjà déterminé des jalons que nous souhaitons apporter et affirmer. Et certainement que le prix de l'autoroute, de cette autoroute, sera un élément important auquel nous serons très sensibles, soyez-en assurés. J'utilise suffisamment les autoroutes dans ma vie de tous les jours pour vous assurer que vous avez bien raison, parce qu'il y a bien certains axes que je trouve bien trop chers. Ouais, et en tant que Je CCI, me permets, alors pardon, excusez-moi, allez-y. Non, juste pour compléter les propos, si vous le permettez, Madame la rapporteure. En tant que CCI, bien entendu qu'on jouera aussi ce rôle de sentinelle, une des raisons pour laquelle on est là, et parce qu'on pense aux entreprises, on pense aux déplacements, bien entendu, des véhicules d'entreprise, des poids lourds, si vous voulez, qui vont emprunter cet axe. On pense aussi au déplacement des salariés, et ce qui est aussi très important. Ce qu'on vise en premier, nous, avant tout, c'est la sécurité sur cet axe-là qui nous paraît excessivement important. Au-delà de voilà, mais bien entendu, le prix du péage sera un élément, comme l'a dit Ludovic, déterminant que nous regarderons. Je pense qu'il fera l'objet de discussions. On n'est pas au bout, voilà. Et ensuite, ce que nous cherchons nous, c'est du temps dans un premier temps. C'est pas vraiment un retour sur investissement par rapport à ça. Donc oui, ça a une importance certainement pour des actionnaires, mais pour nous, c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Nous, ce qu'on regarde, c'est surtout un retour sur des enclavements. Voilà ce que je voulais vous préciser, juste avant. Ouais, merci pour ce propos, Michel. Peut-être pour vous rassurer en vous donnant deux éléments, et notamment qui sont les résultats des auditions que nous avons eues de l'ART, notamment qui nous disent que si aujourd'hui le prix du péage n'est pas connu, c'est qu'il y a encore un élément et une donnée qui ne permet pas de le déterminer précisément, c'est le niveau d'inflation de l'année 2024. Et donc ça, c'est un élément qui doit être apprécié pour fixer la valeur du péage. Mais peut-être pour vous rassurer, monsieur Gatier, monsieur Fraisse, vous avez tout à fait raison. Ça nous a été confirmé par ART. Le prix du péage sera inférieur à la moyenne des concessions récentes. Et il y a notamment pour les usagers, alors effectivement, ce sera peut-être un peu plus cher pour les camions, mais pour les usagers du quotidien, c'est moins 7,4% à la moyenne des concessions récentes. Voilà les éléments qui nous ont été communiqués par l'ART qui doivent être affinés, évidemment, en fonction de l'inflation et du calcul de l'inflation qui influe sur le prix du péage et sur sa fixation. Donc voilà les éléments dont on dispose de la part de l'ART. Ok. Juste pour préciser que malgré le coût du péage qui sera donc fixé un petit peu plus tard de manière plus précise, moi je veux quand même préciser là, par rapport à une profession que nous représentons, qui sont les transporteurs, qui soutiennent bien entendu le projet, quoi, hein. C'est un transporteur, on ne monte pas au créneau en disant, voilà, il y aura un coût de péage. Encore une fois, la sécurité est primordiale aujourd'hui, enfin, pour ceux qui empruntent cet axe, mes collègues qui nous empruntent régulièrement, il est excessivement dangereux dans l'état actuel. Voilà. Merci, Madame la rapporteure. Oui, alors je vais vous reposer la question. Ne considérez pas que je sois désobligeante, mais nous sommes dans une commission d'enquête et donc vous avez prêté serment. Donc vous me confirmez que vous n'avez pas connaissance, lorsque vous avez pris des participations dans Tarn Sud Développement, en toute a posteriori de la signature du contrat, que vous n'avez pas eu connaissance du plan de financement et des recettes attendues, et donc du tarif du péage valorisé à hauteur de ce que Alors, Avocat suppose comme fréquentation de cette autoroute. Vous me confirmez ça? Et je préfère vous répondre par écrit pour être précis, parce que entre le mode de calcul du montant du péage, le taux de retour sur investissement, je ne suis pas sûr d'employer les bons termes et de faire référence aux bons documents. En plus, je ne les ai pas tous en tête. Donc, je me note de vous répondre par écrit sur ce point-là. Voilà. D'accord. De la même façon, est-ce que vous avez eu connaissance du tableau d'amortissement de cette infrastructure? Eh bien, pareil, je vous y répondrai parce que alors là, ouais. on a eu des éléments, mais est-ce que c'est de ça dont vous faites référence? Le seul élément qu'on a vraiment eu de manière officielle, c'est la vision du TRI, ça c'est sûr, du taux de retour sur investissement. Ensuite, le reste, moi je préfère prendre du recul et
voir les éléments qu'on a reçus effectivement voilà, pour pas dire de bêtises, surtout sous serment. Donc, D'accord. mais on vous répond par écrit. D'accord. En tout état, de Je pense, oui. Enfin, ce que dit Ludovic, c'est vrai que non, oui, mais c'est pas la réponse à la question précise. Ludovic dit on aura des éléments précis à la première assemblée générale, ça c'est sûr. Non, mais Il n'y a pas eu d'assemblée. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas eu d'assemblée générale encore, hein, de la Tosca, la première, de TSD, pardon. La première sera tout à fait tout prochainement. Là, on aura des éléments plus précis. Mais là, pour répondre précisément à la question, avez-vous eu avant ces éléments, on va vous répondre par écrit. Merci, Monsieur Boussy, de considérer ma question de cette sorte, parce que c'est exactement ma question. J'ai bien compris votre question. Voilà. Mais je poserai de toute façon la question à Tosca, qui pourra me communiquer les dates auxquelles ils vous ont communiqué ces informations. Puisqu'en tout état de cause, je vous le rappelle, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Terlier, nous avons posé la question, que ce soit à Tosca ou que ce soit à l'État, de ce que seraient les tarifs si on ouvrait aujourd'hui l'autoroute avec un taux de 1,5. Vous savez, dans ces dossiers, ils ont des tableurs Excel extrêmement sophistiqués. On appuie sur un bouton, on met un taux, on appuie sur un bouton et on sait classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Le taux plafond qui sera appliqué. Après, il peut y avoir des négociations, mais on le sait. Donc, je n'ai toujours pas de réponse, mais comme je suis extrêmement entêtée, j'aurai la réponse à cette question. Si toutefois vous ne l'avez pas eu et que vous me confirmiez que vous ne l'avez pas eu, parce que c'était quand même un sujet, je vous le dis sérieusement, un sujet d'étonnement, que à ce stade, ceux qui participent à ce contrat et évidemment les usagers, j'en suis une, potentiellement, ne sachent pas combien l'État, à partir du moment où il se dessaisit de la propriété pour le mettre en concession de façon momentanée, certes, à quelles conditions l'État a consenti une concession à un secteur privé. C'est pas... Voilà. Donc, je prends note et à la fois de vos réponses actuelles et potentiellement de vos réponses écrites, mais ma question est très précise, c'est au moment où vous avez pris la participation. C'est clair. Voilà. Et je poserai la question évidemment à la DGITM dans le cadre de notre rôle de législateur qui est celui de contrôle de l'action publique et de l'évaluation des politiques publiques. Ensuite, vous m'avez donné pour la valorisation sur justement toujours ces recettes attendues, donc les péages, mais également dans le contrat, c'était une des parties grisées. On ne sait pas trop pourquoi c'était grisé là non plus, puisque je ne vois pas du tout où se situe le secret des affaires dans ce dossier, mais manifestement, la question du secret des affaires, c'est le concessionnaire qui décide ce qui est du secret des affaires ou ce qui ne l'est pas. Ça, c'est quand même un vrai sujet par rapport à la transparence démocratique que l'on doit à ce type de dossier et à d'autres d'ailleurs. C'est exactement comme quand il y a une collectivité qui contractualise avec des agriculteurs pour des produits alimentaires ou pour toute autre activité et que, évidemment, les habitants de cette commune ne puissent pas s'assurer de ce que, évidemment, les élus ont fait en leur nom. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus encore. Mais donc, là, nous sommes avec des fermes solaires. Ces fermes solaires qui est indiqué donc à l'annexe 12 et à l'annexe 12 de page 6 et à l'annexe 12 de page 21, où on nous indique qu'il y a un engagement avec une production à hauteur de 40 mégawatts, ce qui est quand même pas rien, et ces 40 mégawatts dès l'ouverture dès la mise en service de l'autoroute. Or, on nous explique maintenant, NGE, Ascendi, enfin tout ce qu'on a auditionné, que finalement, ils vont prendre le temps de la réflexion et que sur ces fermes solaires, ce n'est pas tout de suite dès la mise en service, ce qui ne correspond pas du tout à ce qui a été signé d'abord, au contrat et aux engagements pris. Et ça a des conséquences à la fois sur la production d'énergie, ça c'est une chose, mais ça a des conséquences aussi sur le plan de financement, puisque évidemment, les produits de production d'énergie, évidemment, ça a une valeur.
Et tout cela participe aux produits et aux recettes qui seront encaissées au futur. Et donc, évidemment, la question que nous nous posions par rapport à l'équilibre financier et par rapport à la question des tarifs. Donc, ma question est très simple. Ma première question est très simple. Étiez-vous au courant de cette opération? Depuis quand? Oui. Ouais, Alors, étiez-vous au courant allez-y, de allez-y. cette pardon. opération? Depuis quand? Elle a des incidences non seulement sur le plan financier, mais sur le plan, évidemment, des mesures compensatoires, puisqu'il est indiqué dans le contrat que cela pourrait être sur une partie des délaissés. Or, dans l'arrêté interdépartemental des préfets, les délaissés doivent revenir pour l'autorisation environnementale et la raison impérative d'intérêt public majeur doivent revenir à la nature, si l'on peut dire, ou en tout cas aux mesures compensatoires. Donc, ce n'est pas une petite question que je vous pose. Donc, étiez-vous au courant et depuis combien de temps? Et étiez-vous, lorsque vous avez pris la participation, étiez-vous au courant que finalement, ça ne se ferait pas dès la mise en service de l'autoroute et quelles en sont pour vous les conséquences? Alors, je vais essayer de répondre parce que moi, de tête, je me rappelle qu'on nous avait évoqué au moment de la présentation du projet autoroutier, au cours des réunions animées par M. Garlinger, et avec le positionnement de cette autoroute qui qui se veut être exemplaire et écologique, et la plus écologique possible, on avait évoqué la possibilité d'avoir des panneaux photovoltaïques, des fermes solaires Sur les zones délaissées. sur les zones. Alors, moi de tête, je ne me rappelle pas des nuances des zones délaissées ou autres, mais c'était à côté ou autour des stations Franchement, non, les aires de repos, une aire de repos qui se situait au niveau de Puylaurens. Bon, après, pour le reste, je pense que c'était une intention, que c'était un projet. Je ne vais pas souvenir de précisément avoir eu des informations sur la date de mise en service, de construction, etc. Bon, moi, pour ma part, j'avais trouvé ce projet-là intéressant. Et puis encore hier, j'ai reçu des articles comme quoi en Corée du Sud, ils avaient organisé recouvert une piste cyclable au cœur de l'autoroute de panneaux solaires et ils en étaient très satisfaits. Enfin, j'ai vu des photos, c'est assez original. Bon, alors après, je sais aussi par ailleurs qu'il y a des projets de couverture des routes de panneaux solaires. Donc après, nous, pour confirmer ce que dit le président, là, nous, au niveau CCI, c'est exactement pareil. On est au courant de l'intention, mais pour nous, c'est une intention. Et c'était pas, dans l'immédiat, c'était pas quelque chose de très précis. Voilà. Notre niveau d'information. Pardon, j'ai pas. C'était une intention Lorsqu'on nous l'a présenté, c'était lorsqu'on vous une l'a intention présenté? de faire, voilà. Mais Ouais, pas on vous l'a- un sujet précis. D'accord. Parce que la production de 40 mégawatts, oui, c'est alors là, pour moi, c'est du minimum. chinois. Oui, ben, je vais vous dire, mais en hectares, c'est minimum. Alors ça, c'est le chiffre de Monsieur Baudard, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais enfin, de toute façon, c'est minimum 40 hectares. Et en principe, pour produire un mégawatt, il faut 2 à 3 hectares. Donc, je vous le fais entre 40 et c'est pas enfin, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Baudard, mais peu importe. Je vous le fais entre 40 et 120. Voilà, donc ce n'est pas une petite affaire, et c'est d'autant pas une petite affaire que la communauté de communes, mais bon, ça ne vous concerne pas, a également acheté des terrains pour ce faire. Donc, c'est ce que certainement, c'est Voilà, au-delà de l'intention. Voilà. Donc, C'est pas. et évidemment, ça a un vrai impact au niveau financier, dans l'équilibre financier, puisque, comme vous le savez, général. je poserai la question au cours de la prochaine Assemblée générale. Non, mais peut-être pour vous rassurer quand même, parce qu'on a l'impression qu'on vous apprend quelque chose qui est là aussi également ferait l'objet d'une opacité. Il est très clairement prévu dans le cahier des charges de la concession que la possibilité que ce soit autorisé, que le concessionnaire soit autorisé dans le domaine public autoroutier concédé ou sur les délaissés, la mise en place de ce type de projet photovoltaïque. Donc, il n'y a absolument rien qui aurait pu vous être caché. C'est bien dans le cahier des charges de la Non, concession. mais c'est Ces OK. Oui. éléments-là,
Ces éléments-là feront l'objet, si jamais ils C'est se ça. réalisent, l'objet d'autorisation environnementale par l'État. Et enfin, encore une fois, le contrat de concession prévoit également l'encadrement des revenus qui seraient tirés de ce type de réalisation. Donc, peut-être pour vous rassurer, je pense que c'est bien effectivement si vous rentrez Hum. dans le détail avec le concessionnaire, mais encore une fois, vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas d'opacité, ni même de choses que l'on découvre à travers tout cela. Tout cela est bien prévu, envisagé dans le cadre du contrat de concession. J'espère que ça vous a rassuré et que vous ne serez pas terrorisé par les propos de la rapporteure quant à l'éventualité de la réalisation de ce type de projet photovoltaïque. Voilà, merci. Oh, je trouvais l'idée intéressante, moi, au départ, mais Il nous en faut plus. Je doute fort que j'ai la capacité de terroriser qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est absolument pas ma volonté. Je ne fais que mon travail de parlementaire. Et a priori, je pense que tous ceux qui sont parlementaires devraient considérer qu'effectivement, nous réalisons notre travail lorsque nous faisons des commissions d'enquête qui s'intègrent parfaitement dans notre rôle au niveau de la Constitution. Par ailleurs, dire que c'est en toute transparence, on ne peut pas vous suivre, Monsieur Terrier, puisque justement, les mentions qui étaient faites, page 6 et page 21, étaient des mentions grisées. Donc, en fait, personne n'était au courant de cela, sauf peut-être vous, Monsieur Terrier, qui disposiez du contrat de concession non Donc, c'est grisé. normal. Certainement, voilà. Et ça a de l'importance au regard évidemment du sujet financier qui nous préoccupe, et puis ça a de l'importance également au sujet de l'autorisation environnementale, je le rappelle, puisque comme c'était justement grisé, ma question, et c'est pas à vous que je la pose, mais ma question évidemment, c'est de savoir si ces emprises faisaient partie ou non des éléments qui ont été soumis à l'enquête publique et précédemment à la DUP. Voilà, c'est que moi, vous savez, je lis un contrat et je le lis sous les angles des conditions juridiques et financières. Et après, je m'assure, parce que c'est mon rôle en tant que législateur, je m'assure que ces conditions juridiques et financières ont été respectées. Je n'accuse personne et en l'occurrence, certainement pas vous, puisque sur ce sujet-là, pour vous aussi, c'était grisé. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de sujet. Donc, s'agissant des fermes solaires, et je vous rejoins, Monsieur Fraisse, c'est qu'effectivement, en Corée du Sud, mais également dans d'autres villes de France, c'est envisagé, et aussi également sur ce qui est relatif à la loi qui a été votée sur la couverture de parking avec des panneaux photovoltaïques. Mais là, nous sommes sur des zones artificialisées, et donc il est évident que profiter de zones artificialisées pour produire de l'énergie, c'est une idée que les écologistes portent depuis longtemps, mais par contre, faire du photovoltaïque sur des terres agricoles s'appelle l'agrivoltaïsme, ça, nous n'y sommes pas favorables parce que c'est au détriment des pratiques agricoles et au détriment des agriculteurs. Par contre, sur les bâtiments agricoles, oui, bien sûr. Voilà sur les questions relatives donc, au plan de financement et ses conséquences, sur les questions relatives aux fermes solaires et évidemment qui seront complétées par d'autres questions compte tenu de vos réponses auprès des collectivités locales qui elles-mêmes sont impliquées dans ces éléments-là et notamment par rapport aux autorisations qu'elles seraient conduites à donner par rapport à cette production d'énergie. Étant écologiste, vous vous doutez bien que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, surtout s'agissant d'énergie renouvelable. Voilà, je pense avoir pour ma part, vous avoir posé pour ma part toutes les questions que je souhaitais vous poser. Évidemment, j'attends de votre part, au-delà des réponses au questionnaire que je vous ai envoyé, auxquelles vous avez à peu près répondu, je voudrais clarifier sur le côté des actions, parce que peut-être je n'ai pas été claire, Quaero, NGE, TIC, Ascendi, on en a parlé très précisément avec Ascendi et ça a été évoqué également avec Quaero, TIC, mais rapidement. Je maintiens mon interrogation par rapport à NGE, puisque M. Baudard ne s'était pas manifesté sur NGE concession A69, mais la question va lui être posée par écrit. Je pense que, pour ma part en tout cas, je n'aurai pas d'autres questions. Évidemment, si
d'autres, je repasse la main à Monsieur Terlier pour. Oui, merci. Merci Madame la Merci. rapporteure. Peut-être pour remercier nos deux collègues présents, Madame Corinne Vignon et Monsieur Jean-René Cazeneuve. On a d'autres collègues qui ont dû également s'absenter. Je leur ai pas, je voulais les remercier pour leur présence et m'excuser de ne pas les avoir sollicités préalablement pour des questions éventuelles. Vignon. C'est Merci, bon. Pour moi, c'est bon. Merci. merci Jean, merci messieurs de votre présence. Alors, je n'ai pas de questions supplémentaires, mais je dois vous dire mon opinion, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un gros mot de faire des affaires dans le privé et de gagner de l'argent, et que je n'ai pas tout à fait l'impression d'être en face de grands loups de Wall Street. Et donc, je suis très confiante sur les conclusions de ce rapport, en tout cas en ce qui vous concerne. Voilà, chers messieurs. Je Merci. voudrais juste compléter, Madame Vignon, merci pour vos propos et pour votre intervention. Je voudrais juste rapporter qu'au-delà de ce que nous faisons sur TSD, notre prise de participation pour le territoire, nous en sommes non seulement fiers, mais honorés. Et qu'à un moment, le concessionnaire ait pu penser justement à nous et au monde économique de manière à l'accompagner dans la réalisation de cette infrastructure qui, une fois de plus, pour nous est indispensable. Voilà ce que je voulais dire. Et j'ai une très grosse pensée aujourd'hui pour un homme qui a servi le département pendant toute sa vie d'une manière exemplaire, Super. qui s'appelle Monsieur Pierre Fabre. Et Pierre je dis Fabre. bien Monsieur Pierre Fabre, Bien. qu'ici on respecte tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Simplement. Merci à vous. Très bien, merci messieurs. Merci Monsieur Bossy. Peut-être pour son mot de conclusion, Madame la rapporteure. Oui, bah écoutez, je vous remercie également pour l'ensemble des éléments que vous nous avez communiqués. J'aurais peut-être, excusez-moi, parce que j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous pensez, parce que vous ne pourrez pas me le démontrer et moi non plus, mais est-ce que vous pensez que votre participation des 5,3% au financement de cette société a pu, on peut dire, voyons, on va le dire très positivement, ou pour effet, on va le dire de façon plus neutre, de diminuer la participation des collectivités locales qui était jusqu'alors évaluée à 220 millions et qui a été ramenée à 23. Donc là, je ne pense pas que par les mécanismes financiers qui nous ont été présentés, que ce que vous appelez la subvention d'équilibre était liée à notre participation, vu que notre apport était déjà inclus dans le bouclage financier qu'avait constitué Atosca. Nous venons en remplacement d'actionnaires existants qui nous ont laissé la place. des places. D'accord. Donc les 8 600 000, c'était déjà prévu au moment de la signature du contrat en avril 2022. Ah non, Allez, du non. tout. C'était inclus dans le. Enfin, moi, quand on m'a présenté le projet, quand on nous a présenté le projet, le bouclage financier d'Atosca était terminé. Il nous a bien été précisé qu'il n'attendait pas après notre participation. Soit on participait, et c'était très bien, ils nous y invitaient, soit on ne participait pas et leur financement était bouclé. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, je cherche tout de même quel artifice miraculeux on a pu passer des 270 millions annoncés très longtemps. C'est M. Carsenac qui nous en avait fait part à 220 tel qu'on le voit apparaître dans les documents, puis 110 tel qu'on le voit apparaître dans le commissariat général au financement jusqu'à 23. J'avoue que parfois il y a la multiplication des petits pains et puis parfois évidemment les pains deviennent plus petits. Voilà. Donc merci de votre réponse. Bien. Ben, écoutez, en tout cas, bonne jour. Je ne sais même plus quelle heure il est. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Madame la rapporteure. À prochainement pour échanger sur les effets ou pas d'une infrastructure sur le dynamisme d'un bassin de vie. Très bien. Au Merci. Au revoir. Merci peut-être à mon tour de vous saluer tous les trois, de vous remercier pour la qualité de cette audition. Je le réitère, hein, vous n'étiez pas obligé d'avoir cette audition, qu'elle se fasse de manière publique. Vous auriez pu choisir qu'elle se tienne
à huis clos. Et je pense que c'était important pour cette commission d'enquête de voir que des actionnaires, ceux de TSD en particulier, eh bien, répondent en transparence et le plus précisément possible. On a eu à travers les explications qui ont été données que l'entrée dans le capital de TSD dans Tascoa est parfaitement régulier, il est conforme à ce qui était envisagé dans le cadre du contrat de concession. Et évidemment, il s'est fait sous le contrôle de l'État qui a donné son aval à cette situation. Je voulais aussi également vous remercier, Monsieur le Président Bossy, très sincèrement pour le travail que vous menez au soutien des entreprises tarnaises, vous, à travers vous, l'ensemble des membres de la CCI du Tarn. Vraiment un sincère merci. J'aurais vraiment voilà, le besoin que vous nous communiquiez les éléments que vous avez évoqués sur les comparatifs entre l'agglomération Castres-Mazamet et les autres pôles qui sont desservis. Vous avez parlé de la 61, 66, 62, 64. Je pense que sur les questions d'évolution démographique, sur les questions d'imposition, hein, que vous avez dit être très plus faibles, mais aussi également sur les questions de chômage, on a besoin d'avoir ces éléments-là pour venir, j'allais dire, affirmer, ça a été fait par d'autres experts, notamment M. Ivaldi, que le désenclavement de ce territoire par une autoroute est une nécessité et va lui redonner évidemment de l'attractivité et enfin, plus exactement, venir rétablir un équilibre territorial qui était devenu aujourd'hui une nécessité. Donc merci véritablement à tous les trois pour la clarté de vos propos et puis je vous dis pour certains à très bientôt dans le Tarn. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bon messieurs. appétit à vous et Au bon revoir. courage. Au revoir. Au revoir. Merci.